Pour conclure, donc on va céder la place au groupe Sentinelle d'Empire, donc qui fait de la reconstitution historique, et avec Monsieur Nicolas Morin, qui je cède le pupitre. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en vos noms, grades et qualités, ça va être ardu de terminer cette journée après les excellentes interventions, tant du point de vue géographique, géostratégique et humain à portée ethnographique avec vous, Monsieur Philippi, et Monsieur Batman, et l'histoire humaine transmise par Monsieur Fornal. Ce que nous allons voir ensemble, ça va être des exemples de tenue du soldat pendant la guerre d'Indochine. Pourquoi cette étude ? Après justement l'ensemble des évocations qui ont été faites aujourd'hui, nous voulions nous mener une étude à hauteur d'homme, au plus près de ce qu'on voit tous les jours. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez pu avoir comme souvenir le lassage des Rangers froides le matin, l'armature du sac à dos. À travers la présentation vivante de ces tenues et des matériels, on peut voir le quotidien du soldat, mais également l'évolution des conditions géostratégiques, géopolitiques et économiques de la France. On va le faire en 3 parties, mais ça va être très rapide, je vous rassure. J'enfonce des portes ouvertes, cela a été répété plusieurs fois. La France en 1945, que ce soit dans sur le littoral ou à l'intérieur des terres, c'est un pays détruit. L'industrie, elle est réduite à néant. En grisé, vous avez les chiffres de l'industrie de 1939. En noir, ceux de 1945. Le pays essaie de se relever. Le rationnement existe toujours jusqu'en début d'année 1949. À cela, on peut raisonnablement penser qu'un engagement dans les forces armées pouvait être une des raisons, pouvait être une solution pour ne pas avoir faim pendant la période 1945-1950, quand on était du Havre ou de Cherbourg, dans les ruines, en attendant de trouver un travail. Les motivations, que ce soit l'attrait de l'aventure ou l'idéal ou le besoin de manger, ont motivé toute une génération à s'engager. L'Indochine, on l'a déjà vu, ça n'est pas une priorité. D'une part, 12 000 km séparent la France de l'Indochine. Au plus rapide, on met 18 jours de voyage avec le paquebot Pasteur qui ne transporte que du personnel. D'un point de vue logistique, ça va évidemment avoir énormément de répercussions et il faut prendre en considération, mais cela a déjà été répété plusieurs fois, notamment dans le témoignage du général de corps d'armée aérienne, l'OTAN est la priorité. Le vrai danger pour les forces françaises à cette époque-là, c'est l'Est, c'est les forces russes. Donc l'Indochine n'est pas une priorité pour le matériel. On va pouvoir, et je vais les développer grâce aux personnes en tenue, 4 grandes périodes. La première période, de 46 à 48, une importance du matériel d'origine britannique. Pourquoi ? Le corps expéditionnaire français d'Extrême-Orient arrive, est équipé à Ceylan avec du matériel d'origine britannique. Le camarade l'a dit, très confortable, mais dans ces poches-là, on ne met pas de grenades. Ces poches-ci sont inaccessibles dès qu'on a un ceinturon. La tenue présentée ici est du commando Montfort en 1948. Point particulier, les grenades jaunes sur le ceinturon. La couleur peut paraître étonnante, mais c'est un code couleur, tout comme les grenades jaunes et rouges, pour indiquer le type d'explosif. Mais la forme est étrange. Ce sont des grenades modèle 15. Ce sont des stocks de la Première Guerre mondiale. La Marine nationale n'étant pas dans l'idée originelle, sujette à lancer des grenades par-dessus bord. Donc elle utilise ces stocks et n'est pas prioritaire pour l'armement. Mais également des
des éléments de tenue vont servir a posteriori pour des confections françaises et qui vont marquer durablement la tenue du soldat français. En tout début de guerre, l'intendance et les justiciens font face à pléthore d'armements. Ici, globalement, pour résumer, plus de 8 calibres différents. Il va y avoir la volonté d'une rationalisation, mais l'industrie française, tout comme les usines d'armement, ne peuvent pas, à ce moment-là, fournir. Ne sont même pas évoqués les 8 mm Lebel qui seront dévolus aux troupes supplétives, comme M. Philippe l'a dit. En 1948-1951, on aperçoit une majorité de matériel américain. Pourquoi? Non pas parce que les États-Unis aident, mais parce que l'Inde a acquis son indépendance. On ne peut plus acheter de surplus indien, donc on va se tourner vers le surplus présent en Extrême-Orient. Les Américains ont la bonne habitude de laisser beaucoup de matériel sur place quand ils quittent une zone de combat, parce que ça coûte moins cher de le laisser sur place, et pourquoi pas de le revendre à d'autres, plutôt que de le ramener chez soi. Indifféremment camouflé ou vert, distribué à toutes les unités, para ou non. Et dans le même temps, il va se développer les premiers timides efforts de l'industrie française, avec ici, sur la droite, une tenue modèle TAP 47. Le matériel va commencer à être développé, inspiré du matériel américain, mais encore une fois, la priorité, c'est d'équiper les forces françaises en Allemagne. Les troupes aéroportées en Indochine extrêmement présentes vont être destinataires du premier matériel français et des premiers matériels techniques. À partir de 1951-1953, on voit une forte arrivée du matériel français. On peut le voir sur les images. Le sac à dos, je parlais d'une armature métallique qui pouvait être, que vous pouviez avoir un souvenir sur le dos. Du matériel inspiré du matériel français. Tu peux montrer. Inspiré du matériel américain. Ici, petit à petit, l'intendance va recevoir l'information qu'on pourrait faire mieux. La réponse en France, on fait ce qu'on peut, estimez-vous heureux, sinon on vous remet les équipements en cuir qui étaient présents au tout début de la guerre. Dans le même temps, on voit une volonté de simplification et d'uniformisation de l'armement que sans doute beaucoup ont connu, le 9 mm Parabellum avec l'introduction du PM MAT 49 et également les différents FSA, fusil semi-automatique, en 7.5, afin d'avoir une harmonisation des munitions. Encore une fois, le matériel français, on le voit ici avec la combinaison française, et également un succès commercial qui remontre le renouveau de l'industrie française. Vous voyez le stylo bic. Le stylo bic, on en a tous eu, il date de 1950 et il connaît tout de suite un énorme succès. On le voit sur toutes les photos, on va dire portraits, qu'on peut voir de soldats en Indochine à partir de 52, ils en ont quelque part. Ici, nous avons le Saintonge que Madame Villatou avait évoqué, l'escadron de chasse à Dien Bien Phu. On remarquera l'uniforme français, néanmoins le parachute et les équipements de vol sont américains. Pour une raison simple, les États-Unis fournissent l'avion, mais également tout le matériel qui va avec. À partir de 52-53, la guerre de Corée a montré aux Américains que la lutte contre le communisme en Asie était globale et ils vont commencer à aider l'armée française. Dans le même temps, à partir de 53-54, l'uniforme français s'impose, tenue et équipement ici sont français, et vous pourrez l'avoir remarqué, la silhouette va se fixer pendant les 15, voire les 20 prochaines années. À peu de choses près, on lui met un chapeau de brousse ou on lui garde ce casque. Le soldat en Algérie ressemble à ça. Peut-être l'introduction des Rangers sur la fin, mais le soldat d'Algérie est, pour la grande partie, le même, voire même dans les années 70 et 60 et 70. Sans doute beaucoup d'entre vous ont connu
cette tenue-là. Le focus sur la bataille de Dien Phu, je vais faire très rapidement. Les paracolos, pour votre information, ne reçoivent pas le matériel, les uniformes français. Ils continuent à utiliser les stocks, comme ici, du stock américain et d'origine britannique, avec néanmoins l'apparition des patogas. Les paramétros et la Légion se font approvisionner et récupèrent les tout derniers éléments de présentation, on va dire les dernières collections d'effets français, que ce soit la tenue TTA 47 ou les tenues TAP avec le camouflage qui va être développé et qui sera monnaie courante en Algérie dans ses évolutions et jusqu'en Outre-mer dans les années 1980. L'armée de l'air et la marine nationale, l'aéronavale, se retrouvent également équipés, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec du matériel technique. Point particulier pour l'aéronavale, comme quasiment tout le reste du matériel est américain, la combinaison et le casque sont également américains. Je clôturerai le propos par l'intérêt de cette présentation, bien que courte. Vous avez pu, c'est un support intéressant pour promouvoir la mémoire. Ça peut avoir lieu sous forme de mannequin pendant des expositions particulières. Lors des rallyes citoyens, le principe, comme vous l'avez pu l'expérimenter entre 14h30 et 15h, c'est d'avoir un mannequin qui vous répond. Dans la réalisation, la préservation du matériel permet aussi des tournages de documentaires, l'écriture d'ouvrages, et également, et de façon très importante, le maintenir vivantes les traditions et la mémoire des unités. En haut et sur la droite, vous avez eu notre invitation au 13e régiment de dragons parachutistes pour l'inauguration de la stèle de leur mort en Algérie, la présence du général Mangel, l'échange avec les anciens et les jeunes générations permet également de mieux comprendre et de rendre vivante cette histoire. Je vous remercie.